Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC d'Abitibi-Ouest. Qui de mieux placé pour nous en donner que son préfet, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Bégin, bonsoir. Bonjour, M. Lagarde. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis j'aime ça parce que c'est bon de recevoir des maires, des mairesses. Oui, chacun vient parler de son patelin. Mais quand on parle de MRC, là, on parle de toute l'Abitibi-Ouest. De notre territoire. C'est ça, du territoire. Fait que il se passe beaucoup de choses. Énormément. Énormément. Et puis, je pense que ça n'a pas fini non plus de faire couler beaucoup d'encre dans différents dossiers. On va y aller tout de suite avec une petite question très simple, parce que je sais que vous avez toujours eu une belle collaboration du député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Oui. Alors, M. Gendron ne s'est pas représenté le 1er octobre dernier. Le comté est maintenant rendu à la CAQ. Mme Suzanne Blais a remporté cette victoire-là et on la félicite également. On profite de l'occasion pour la féliciter. La question est bien simple, c'est que est-ce que la MRC a déjà rencontré la députée Mme Blais, ou sinon, est-ce que la MRC entend la rencontrer prochainement pour différents dossiers, parce qu'il y a d'énormes dossiers. Énormes dossiers. Actuellement, on n'a pas encore eu la chance de faire coordonner nous. Oui, parce que là, il faut dire qu'on enregistre le 16 octobre. OK? Fait que lorsque l'émission va passer, bien là... Donc, j'ai tenté de la joindre après à son élection, mais ça n'a pas donné. Les autres étaient occupés quand même à Québec à avoir toutes les affaires. Voilà, exactement. Donc, oui, on s'attend à la rencontrer bientôt. On a beaucoup de sujets à parler avec elle, puis je suis convaincu qu'on va avoir une excellente relation. Ah, j'en suis persuadé parce que c'est nouveau. On sait que le comté d'Abitibi-Ouest était à M. François Gendron depuis 42 ans. Alors là, on vient de changer. Mais c'est une chose. Moi, je me dis toujours une affaire, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Que ce soit n'importe quel parti politique, on est là pour travailler ensemble pour le bien commun de chacune des MRC qui englobent des municipalités. Exactement. Et Mme Blais, j'en suis convaincu, va défendre les intérêts du comté d'Abitibi-Ouest très, très, très bien. J'en suis persuadé. Monsieur Bégin, service de proximité, moi, j'aimerais avoir la position de la MRC d'Abitibi-Ouest concernant la fermeture du CHSLD de Palmarol. Je sais que vous suivez ce dossier-là de près. Très près. Au moment où l'on se parle, le CHSLD est fermé pour différentes raisons, de sécurité, entre autres, qu'on nous a dit, puis que les résidents avaient été transférés à La Sarre et à Macamé. Quelle est la position de la MRC d'Abitibi-Ouest dans ce dossier-là, qui est quand même un dossier très important? Dans un premier temps, il faut se rappeler que nous avions eu une rencontre avec les dirigeants du CISAT du temps, avec le président directeur général, M. Boissonneau, le président, puis il y avait divers intervenants. Et on avait plusieurs sujets, et un des sujets était le CHSLD de Palmarol. Et tout de suite, le PDG nous avait mis, ça ne donne rien de parler de ça. Le CHSLD qui est à Palmarol est appelé à rester à Palmarol, peut-être pas à l'endroit actuel, mais il va y avoir un CHSLD à Palmarol. Donc, on nous a dit, travaillez pas là-dessus, nous, c'est dans nos cartons, et c'est ce qu'on va faire. Il y a eu des changements, et là, actuellement, là, on voit, là, il y a une fermeture pour des raisons, là, on sait que de sécurité. Et on va attendre là, les nouvelles qui devraient arriver le 22 novembre prochain, je crois. Oui, je sais que c'était vers la mi-novembre. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va voir, mais c'est sûr que c'est un service de proximité qui est très, très important pour le secteur Abitibi-Ouest. Ça couvre un territoire au sud, on en a à l'est à Macamic, au centre de Palmarol. Donc, c'est très important, puis cette proximité-là que les gens y ont quand ils sont rendus à ce stade-là, c'est très important. Oui, c'est pour les visites de leur famille. Donc, oui, c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Parce que en même temps, la MRC, il y a ce dossier-là qui est très important. Il y a aussi le dossier qui a de la misère à cheminer, c'est l'agrandissement du CHSLD de Macamic également, qui traîne depuis une dizaine d'années. Ça va faire partie de nos questions parce que moi, depuis le mois de février, qu'on me dit que ce dossier-là est canné, c'est réglé, c'est une question d'annonce.
Et là, on est rendu au mois d'octobre, puis on n'a toujours pas rien eu. On pensait, nous, que ça allait se faire durant la période électorale. Oui, bien c'est ça. C'est ce qu'on Tout le croyait. monde s'attendait à ça Oui. aussi. Donc, on n'est pas intervenu, on nous a laissé le temps de... Mais là, maintenant, ça se peut pas, là, ça s'éternise, puis c'est incroyable, c'est prêt. Nous, on m'avait garanti que c'était prêt. Puis, Ben, pas juste à une personne. M. Gendron est venu ici, là, puis je lui ai posé la question plusieurs fois. Même le CP était sorti, ce qu'on appelle le numéro du Conseil du Trésor. Ça veut dire que l'argent est réservé et M. Gendron était là. Quand il m'a dit ça, il était ici à mes côtés. On en a reparlé aussi à chaque fois que je rencontrais M. Gendron en entrevue. Je lui posais la question où était rendu le fameux dossier du CHSLD de Macamic. Et puis, c'était toujours pareil. Oui, il chemine, l'argent est là, il s'agit juste d'une annonce officielle. Et exactement comme vous, la période électorale est terminée. Moi aussi, je pensais que le ministre Barrette aurait fait une annonce à ce moment-là. Ce n'est pas fait. Ça veut dire que là, ils ne sont plus au pouvoir non plus, les libéraux, mais ça ne change rien. Le dossier est quand même là. Sauf que ça ne regarde pas bien. C'est ça que c'est inquiétant. On se dit. C'est inquiétant. C'est inquiétant voilà. Parce que on était dans la finalité, là, on était dans les annonces. Oui. Donc, mais peut-être que parce que justement c'était la période électorale, peut-être qu'on a sur soi à l'annonce. Mais là, maintenant, ça va nous prendre des explications parce que c'est au PQI, c'est le Conseil du Trésor statué, donc je ne sais pas où est-ce que ça peut manquer. Là. Et d'autant plus, M. Bégin, que, et je n'ai rien contre M. Gendron, je l'ai toujours dit, M. Gendron a toujours mené ses dossiers à bon port tout le temps, qui a été dans l'opposition ou au pouvoir. Il y avait quand même un pouvoir quand même énorme à Québec. Et ce dossier-là accroche tout le temps. Mais là, la CAQ est au pouvoir. Mme Blais est la députée de la CAQ en Abitibi-Ouest. Donc là, si le dossier veut cheminer encore plus vite, mais je leur ai dit, ce n'est pas de la faute à M. Gendron du tout. Mais là, si vraiment, là, on est du bon côté. Mais c'est certain qu'on va interpeller Mme Blais, justement pour savoir pour eux, le dossier se situe où, dans leur échiquier. Mais comme je vous dis, tout était attaché. Donc, je pense pas qu'il y ait de décisions à prendre, en tout cas à moins qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a pas dit. Mais je vous dis que depuis le mois de février, mois 2018, qu'on me dit que c'est attaché, ce dossier-là. Oui, voilà. Puis, je ne sais pas, là, est-ce que vous êtes au courant que, supposément, je n'ai pas eu de preuves, mais supposément que le ministre Barrette serait venu à Macamic lors de la campagne électorale? Il est venu à Macamic durant la campagne électorale. Ça, j'en suis certain. Moi, je l'ai su longtemps après. Je m'excuse, là. Est-ce qu'il est venu en catimini? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'y a même pas eu d'annonce. Il n'y a rien eu du tout. On savait qu'il était à Amos. On ne savait pas qu'il allait venir à Macamic. Oui, c'est ça. À Amos, oui. Ouais, exactement ça. On l'a su sur mes fils de presse. Je le savais, mais sur mes fils de presse, jamais il était question de Macamic. Apparemment, il serait venu. Il serait venu dire quoi? Où, comment, on ne sait pas des cas. C'est de rencontrer, je pense. Parce qu'il y avait des rencontres, mais il faudra poser la question. Mais peu importe, maintenant, on a un nouveau gouvernement. On va oublier le passé, on va vivre avec le présent et le futur. Alors, je pense que on va travailler fort. Oui, j'en suis persuadé. Et je fais des pieds et des mains également pour recevoir la nouvelle députée d'Abitibi-Ouest, Mme Blais, ici, en entrevue. Et puis, c'est sûr que ce sera une de mes premières questions. Pas seulement Macamic, mais Palmarol également, qui est dans mon fuseau horaire, comme on dit, soyez assurés. Mais je suis certain que la MRC suit également ces deux dossiers-là, absolument. Monsieur Bégin, le 16 août dernier, l'ex-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, signait une entente tripartie pour la mise en place d'un projet pilote de forêt de proximité. Ouais. Je sais que là, à la MRC, tout le monde était content, tout le monde était heureux. C'est quoi ce projet-là? Il faut dire que c'est depuis 2011 qu'on travaille. Oui, depuis 2011. Oui, ça fait 7 ans qu'on travaillait sur ça. On était très avancés. Là, maintenant, avec l'entente tripartite, une forêt de proximité, ça permet à une MRC de planifier le développement sur son territoire au niveau des forêts. Nous, on a la chance à la MRC d'Abitibi-Ouest d'avoir un pro qu'on appelle, donc de 41 200 mètres cubes. Donc, ça va nous permettre à nous de faire nous-mêmes la planification. Ça va aussi permettre
aux forestiers en chef de se pencher sur la capacité forestière de ce territoire-là. Donc, puis après ça, de voir au développement économique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais ça revient à dire que c'est un autre service de proximité. Ça va être décidé en territoire et non par le gouvernement. Ah, OK. Donc, on va être capable nous-mêmes de faire les travaux. On va développer une expertise qu'on possède déjà très, très bien. Donc, on va être capable encore d'en faire plus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On avait la présence de M. Blanchette, naturellement. On avait M. Jacques Demers, qui était président de la Fédération québécoise des municipalités, qui s'est déplacé ici. On avait M. Denis Lebel, du Conseil de l'industrie forestière du Québec, qui est venu aussi. Donc, c'était des partenaires majeurs dans ce dossier-là. L'objectif, c'est que, comme nous, en Abitibi-Ouest, on est beaucoup prêts à avoir une forêt de proximité, c'est de la préparer avec le ministère pour mettre en place ce projet pilote-là pour qu'après, il soit exportable à d'autres MRC. C'est pour ça qu'on voit... C'est un pilote. C'est un projet pilote. Qui va servir à d'autres municipalités. Exactement. Okay. Donc, c'est pour ça que la Fédération québécoise des municipalités est impliquée. Eux étaient très, très heureux de cette décision. On est les premiers au Québec. Ça n'existe pas. Donc, on va travailler fort pour résoudre ça. Il y a un objectif de 24 mois pour mettre en place. On souhaite que ça s'accentue plus rapidement. Mais actuellement, M. Bégin, là, on est en octobre 2018. Oui. C'est parti, là. Les rencontres vont débuter là. Ah, OK. Oui. Il y a eu un arrêt, on comprend. Oui, exactement. Ce projet pilote-là, qui est une durée de 2 ans, c'est ça? Ben, le projet pilote, c'est vraiment pour déterminer qu'est-ce que ça va être une forêt de proximité. Donc, chaque élément va être analysé par le ministère. Nous, on est pas mal prêts, on sait où est-ce qu'on va aller. Okay. Donc, quand le ministère va dire, oui, OK, vous voulez aller là, rapports, oui. Tout le et temps. Eux vont avoir analysé, bon, c'est quoi l'impact au niveau de la province? Donc, est-ce que c'est exportable? Donc, il faut que notre produit, en finalité, soit exportable. Donc, c'est intéressant. Cette forêt-là, elle est située à quel endroit? Ici, dans mes notes, moi, ça s'étend entre Languedoc et Chazelle. Exactement. C'est ça? OK. Oui. C'est lors de la fermeture de l'usine de Tachereau. OK, oui. Il y avait des volumes de bois. Et là, ça fait une petite chicane entre la MRC, etc. C'est pas fait de chicane. Non, mais... Tembec avait eu leur volume. Il y avait aussi à Santerre qui en avait eu. Béarn en avait eu. Et le reste a été distribué avec la MRC et la municipalité de Tachereau. Oui. Donc, d'où ça nous permettait de pouvoir avoir un projet. À la place du mot chicane, on peut dire de bonnes discussions. De bonnes discussions. Très serré. Très serré. OK. Fait que, puis tout ça avait fait que tout le monde s'était entendu. Bien, c'est le ministre qui avait statué que les forestières avaient du volume de bois suffisamment. Donc, Dans ce projet pilote-là, M. Bégin, est-ce qu'on peut parler de création d'emplois? Bien, actuellement, il y en a quand même, parce que ce bois-là est mis en vente chaque année. Okay? Nous, on passe par le BMMB qu'on appelle, le Bureau de mise en marché du bois, qui a été créé par le gouvernement et qui souhaite qu'on fasse affaire avec eux. Donc, c'est du bois pro, c'est du bois qui est dédié aux forestières. Donc, c'est les forestières qui s'approprient le bois et qui font leur transformation avec. Donc, vous allez être un modèle pour les autres MRC. Exactement. Bravo. Oui, nous sommes très fiers, très contents. Oui, je comprends. Puis, comme on dit, c'est quand même 7 ans d'efforts qui aboutissent là. Et je vous dis qu'il y a eu bien des fois qu'on a voulu baisser les bras, mais je vous dis que le personnel de la MRC travaillait tellement fort et tout ça qu'on se repépait pour retourner au front. C'est sûr que le ministre Blanchette a dû y être pour quelque chose? Bien, l'ex-ministre Blanchette y a été... Je crois bien que oui, parce que c'est quand même son ministère, puis ça prenait son aval. On ne pouvait pas aller... Mais là, au moment où l'on se parle, en octobre, tout est signé là. On ne peut plus reculer, même s'il va y avoir un nouveau ministre des Forêts. Exactement. Mais c'est coulé dans le béton, comme on dit. Peut-être que les conclusions peuvent changer, mais je veux dire, c'est l'objectif. Il reste le même. Il reste le même. On va parler d'objectif à la place. Monsieur Bégin, on en avait parlé un peu, on avait effleuré le sujet lors de notre dernière rencontre, mais on va revenir, si vous me permettez, parce que c'est quand même très important, que la MRC d'Abitibi-Ouest pourrait devenir un fournisseur de services Internet via fibre optique, Internet haute vitesse.
Où on est rendu sur C'est ce un gros dossier, mais que nous... C'est énorme, parce qu'on parle de millions, là. On lâche pas le morceau là-dessus. Actuellement, on a une firme d'experts qui sont sur notre terrain. On est à analyser chaque rang, chaque endroit. Mais mon Dieu, OK. Parce que ça va couvrir la MRC C'est pas vrai qu'on va arrêter à une place, qu'on va arrêter au village, qu'on n'ira pas des rangs. L'objectif, c'est de mettre la fibre optique partout où ce que la fibre optique actuellement ne se rend pas, où ce que Internet haute vitesse n'est pas. Mais mon Dieu, c'est un... Parce que on n'est pas les premiers. Elle est loin de se rendre partout. On est vraiment loin de Vraiment loin. Ça veut dire que mais on est en 2018. OK? Voilà. Donc, on a le droit à ça. On compare ça souvent à... C'est même pas un luxe. À l'électrification dans les années... Oui, c'est ça. Puis c'est même pas un luxe aujourd'hui. Non, c'est pas un luxe. C'est rendu une nécessité. La MRC de Montcalm le fait, là. OK. Et un plan d'affaires très intéressant. Donc, je ne verrai pas pourquoi nous, en Abitibi-Ouest, on ne serait pas capable. Donc, on est avec une firme qui est qui est excellente, mais qui est très proactive dans ce dossier-là. Donc, on est très bien conseillé et on avance. Actuellement, on a recueilli toutes les données dans chaque municipalité. Les municipalités ont été une collaboration excellente. Donc, on est rendu à cette étape-là. La firme est en analyse. Ils vont nous revenir, mais on travaille fort et on veut que ça soit vite, mais c'est vraiment plus vite qu'on voudrait. Mais... Oui, c'est sûr, oui. Mais moi, là, je veux qu'on soit bien clair, parce que moi, il y a des personnes qui m'en ont parlé de ça. Parce que beaucoup de ces questions-là, moi, j'en sors, mais il y a des personnes qui m'en suggèrent aussi. Hein? Donc, celle-là, elle vient d'une personne, entre autres, mais d'un groupe, OK? Qui m'a dit, moi, j'ai de la misère à croire. Moi, là, mon frère reste dans le fond du rang X, là-bas. Il l'aura pas, lui, je suis certain. Oui, il va l'avoir. Puis nous autres, là, on reste là c'est des chalets, mais il y a des chalets permanents, il y a des chalets annuels, il y a des chalets semi-annuels. Ils vont-tu passer? On n'est pas rendu dans cette étape-là de savoir si un chemin qui n'est pas public, qui est privé, puis qui dessert des chalets, exemple, si on va s'en jusque-là. Ça, on n'est pas, rendu là. Okay. Mais dans tout chemin qui est public. Actuellement, okay. C'est là qu'on va aller. On ne veut pas laisser personne en pan. Fait que c'est la première étape, c'est chemin public. Oui. Si ça va bien, autrement dit, qu'il reste des sous, là, on pourrait étendre. Je ne verrai pas pourquoi qu'on n'étendra pas. Mais par contre, s'il n'y a pas l'accès pour nous, si les chemins sont privés et qu'on ne peut pas passer sur là, le par chemin... exemple, ça, c'est un autre... C'est là c'est sûr. Parce qu'on parle toujours d'endroits qu'on peut aller. C'est ça. Si on peut 12 mois par année. Puis qu'il n'y a pas... C'est ça, exactement. C'est ça. Des chemins c'est pour ça que je vous dis, oui, non, public, ça, il faut s'entendre, c'est que si on est dans un endroit où il y a, on suppose, OK, bon, il y a 10 chalets, puis c'est juste du mois de mai aller au mois de novembre, parce que l'hiver, il n'y a rien d'ouvert. Là, ça devient un autre problème. Des résidences permanentes. C'est ça, exactement. S'il y a un chemin privé, par contre, puis que le propriétaire dit non, vous ne passerez pas chez nous. Ah, ça, c'est encore... C'est sûr. C'est pour ça que je t'amène. Oui, non, c'est bien parce qu'on est là pour bien renseigner les gens. Mais l'objectif, parce que actuellement, là, le larve-bande, on l'a dans chaque municipalité. Oui. OK? Bon, on ne s'étend pas. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est s'étendre. On veut aller partout. C'est pas vrai que le citoyen qui reste dans le rang... Dans le rang YZ, il y a pas, pourquoi lui, il l'a pas? C'est ça. Pourquoi qu'il l'a pas? Puis la fibre optique, là, c'est plus que l'Internet. Oui. C'est tout. C'est la téléphonie, c'est non, là, on embarque dans tout. C'est l'autoroute. C'est ça, exactement. Et ça se démode pas. Parce que c'est dur d'essayer de comprendre que le réseau passe, mettons, ici, puis il y a un bout de rang là, il y a 4-5 personnes qui restent là, puis juste au coin, à 2 kilomètres, il passe là, puis là-bas, lui, il l'a pas. Fait que, tu sais, là, ça devient, et ce n'est même plus... c'est rendu presque, je dis pas obligatoire, mais sauf que c'est un service qui devient essentiel. Essentiel. Puis, comme je vous dis, cette fibre optique-là, c'est l'autoroute de l'Internet. C'est l'autoroute, donc ça nous prend ça. Le coût serait estimé à 14 millions. Qu'on parle actuellement. Ouais, ça peut être plus. Ça peut être plus. Mais ça peut être... Parce qu'il fallait lancer un chiffre quand même. Oui. Mais ça a été vérifié. Ça peut être plus. On espère que ça peut être moins aussi. Mais c'est dans l'ordre de 14 à 15 millions. Ça, il ne faut pas dire ça va coûter une couple de millions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des subventions qu'on pourrait avoir pour ça?
La particularité avec la fibre optique, c'est que c'est un élément qu'on dit qui a une pérennité. OK. Donc, une fibre optique installée, ça va être bon, je dirais pas à vie, mais proche. Là. Pas loin. Donc, et ça a un immense potentiel. Donc, c'est pour ça que, notamment, avec le gouvernement du Canada, sont très, très chauds à ces programmes-là. Puis le gouvernement du Québec aussi. On l'a vu avec la MRC Monde de Montcalm. Eux autres, c'est le projet Luciole. C'est très intéressant à aller lire. Donc, nous, c'est là qu'on s'enligne, c'est de même. Et avec ces subventions-là, mais même avec les subventions, oui, on va avoir encore une grosse part à mettre pour peu de population. C'est sûr. Mais on a un grand territoire, on le sait aussi. Mais quand même, ça va être rentable à la fin. C'était mon autre question, ça. Est-ce que ce sera rentable? Puis vous pensez que ça pourrait être rentable en combien d'années? Ça, c'est difficile à dire. Là. Moi, en tout cas, je vais vous avancer un chiffre parce que pour avoir parlé avec d'autres collègues qui sont là-dedans, moi, je suis convaincu que dans un 10-15 ans, si c'est pas mieux, dépendamment des fournisseurs qui vont venir s'installer chez nous, ça pourrait être mieux. Mais c'est pas à du long terme. Ça veut dire, si je comprends bien, on va prendre quelques exemples. Disons, OK, bon, Macamic, on va prendre Lassar, Palmarol, Saint-Germain, disons, bon, Dupuis, Normandie, peu importe. Chaque municipalité aura un tarif, je veux dire, va être cotisé. Chaque municipalité va être cotisée. Pour Macamic, ça peut être ça. Ou si des gros joueurs des communications viennent s'installer, eux, ils vont nous dire, l'infrastructure est là, nous, on veut s'installer dedans. Et voilà, nous autres, on vous charge tant. Quand on parle de gros joueurs, est-ce que vous parlez de... Des gros joueurs. Des gros joueurs. Des gros joueurs. Qui viennent d'ouvrir un poste de radio à Montréal actuellement, etc. C'est des gros joueurs qui ont besoin, eux, qui ne veulent pas investir sur les infrastructures parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés, mais que nous, si on leur fournit l'autoroute, ben là, ça commence à être intéressant. Ben oui, c'est sûr, exactement. Fait que c'est ça qu'on vise. Fait que si... Mais on est dans l'élaboration de tout ça. Mais c'est ça. On va vite, là. Mais... Ça, là, on pourrait... Je dis pas ça pourrait voir le jour, là, c'est pas ça, mais quand les municipalités pourraient avoir des nouvelles positives ou négatives, peu importe, mais c'est-tu dans quelques années prochaines? Ah non, ça va être avant ça. Avant ça, OK. Oui. M'avancer, ça serait risqué, mais... mais je veux dire, disons, là, en gros, c'est pas dans 2, 3, 4 ans d'ici. Ah non. C'est ça que je voulais savoir, surtout. Je pense pas qu'on va passer un Noël, puis on n'en repassera pas un autre sans savoir ce qu'on fait. Ça, c'est une bonne réponse. Je ne dis pas ce qu'on va faire, mais on va savoir. OK. Mais au moins, vous allez pouvoir donner des nouvelles Exactement. aux gens. Il y a ça. Service incendie. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va en parler aussi, mais ça, c'est un gros dossier. On avait demandé à la MRC de piloter un dossier de voir s'il y avait des regroupements possibles, soit par territoire ou toute la MRC. Donc, on a eu 3 grosses études. Et ils sont terminés. Les études ont été présentées à chaque municipalité lors d'une rencontre et les directeurs de services incendie. Donc maintenant, il revient à chaque municipalité de décider quelle orientation ils prennent au niveau de leur dessert incendie. La MRC, on a fait le travail. On a été des facilitateurs, on a engagé les consultants, puis on a fait faire les études. Maintenant, voilà les résultats. Et c'est aux municipalités maintenant à se parler, à s'entendre. Et alors, la MRC, c'est pas Autrement dit, la MRC n'a pas à dicter une ligne de conduite. Non, du tout. C'est pas une délégation de pouvoir de la MRC. Vous avez fait votre travail qui avait à faire. C'est qu'on nous l'a demandé. C'est ça. C'est que vous avez fait votre travail qui était de fournir des renseignements aux municipalités. C'est ça. Vous leur donnez des renseignements, à vous maintenant de prendre une décision. Je garde mon service incendie à 100% ou je regroupe. Parce que ça prend des visions. Parce qu'actuellement, on pourrait dire que tout va bien quand même, OK? Oui. Mais on le sait, là, juste donner de la formation. La problématique de disponibilité de nos pompiers avec les horaires de faction qu'on a actuellement, faire un groupe, c'est quasiment impossible. C'est très difficile. Donc, on a toutes ces problématiques-là. La main-d'œuvre avec ça qui va venir. Donc, il faut voir, faut penser à long terme, à moyen et long terme. Je sais qu'actuellement, ça va bien, mais je pense que là, il y a une bonne réflexion à faire. Et on a les outils pour le faire. Donc, si on s'entend bien,
je fais des suppositions. OK? Macamic a un service incendie, Saint-Germain a un service incendie, Pouillery a un service incendie, Tachereau, etc. Bon. Si, selon ce que la MRC a fourni à ces municipalités-là, concernant le service incendie, c'est chacune des municipalités qui aura à prendre une décision. Si Pouillery décide, moi, je garde mon service incendie tel qu'il est là, pas de problème. C'est à elle. C'est à elle. Et Par souverain. contre, oui, c'est ça. Et par contre, si la municipalité X décide de, moi, j'aimerais mieux me joindre au service incendie de la municipalité Y, on peut s'entendre tous les deux. Encore là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait, là, il y a eu des scénarios pas opposés, Oui, mais ça peut être un autre scénario complètement mais là, différent. on a les données. C'est ça. Donc, c'est facile après de juste embrasser les chiffres, dire, ben, gars, ça pourrait être ça, puis ça pourrait être dans, puis là, demain, moi, là, ça m'intéresserait. OK. Donc, ça permet cette. Fait que là, autrement dit, et je me répète peut-être en disant ça, mais la MRC a fait son devoir qu'elle avait à faire. C'est aux municipalités qui ont un service incendie à prendre des décisions à même ça. Exactement. C'est quand même... c'est important. C'est important. On les a invités à s'asseoir avec leur service incendie et discuter beaucoup des problématiques actuelles, puis ce qu'ils entrevoient. Fait que ça va leur permettre là, de faire un choix éclairé là, à ce niveau-là. On va aller juste en surface parce que c'est quand même trop de choses dans ça pour aller en discuter là. Mais la réglementation des camps de chasse, nous autres, ça nous touche beaucoup ici parce que je lisais qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a 7119 baux de camps de chasse, ce qui représente 64 de tous les baux au Québec. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est énorme. C'est de retombées qui gèrent 55 millions annuellement. Mais très vite, juste une minute environ, ils veulent faire passer la réglementation de 30 mètres carrés à 40 mètres carrés. La municipalité, je veux dire, la MRC est d'accord avec ça. Oui. Nous, on n'a pas la même problématique un peu que les autres territoires qui ont beaucoup de baux de villégiature ou des camps de chasse qui sont devenus des baux de villégiature. Qui sont devenus, exactement. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'augmenter le nombre de superficies, ça va permettre à nos vents de garder des abris sommaires et non de devenir des baux de villégiature. Il faut comprendre que la chasse, ça l'a changé. Avant, tu tuais un orignal avec un permis, mais maintenant... Avec un permis, puis tu allais à la chasse à l'orignal avec ton chum, ou non tout seul, puis tu avais un petit camp, puis c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est familial. Les enfants, ils y vont. On ne peut plus mettre la femme, l'homme, plus 3 enfants dans... avec des ce qu'on avait avant. Non, c'est pour ça qu'on demande ça, puis on travaille fort pour que... Et en espérant que le gouvernement aussi il va comprendre ça, parce que c'est comme on dit, aujourd'hui, la chasse, autant la chasse au petit gibier qu'au gros gibier, c'est rendu une activité familiale. Aujourd'hui, fait que il faut quand même avoir un certain confort à ce moment-là. Monsieur Bégin, merci infiniment. Très gentil à vous de vous être présenté à cette émission-là. Puis on va suivre aussi tout ce qui se passe quand on a parlé, entre autres, de Macamic et de Palmarol dans les CHSLD. C'est important. Puis la fibre optique. Il y a des gros dossiers, fait que ça va nous faire plaisir en 2019 de vous réinviter, M. Bégin. Merci à vous d'informer les gens. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous une autre émission de On s'entend. Au revoir et bonne semaine.